Bientôt, normalement, on finira la taille, puis nos petites vignes vont commencer à se développer. Quelle stratégie on peut mettre en œuvre compte tenu du vignoble et des problèmes qu'on a eus l'an dernier? Alors déjà, comment je dois raisonner quand je suis viticulteur par rapport aux problèmes que j'ai eus l'année suivante? Comment je classifie mon vignoble? Disons qu'il y a en fait trois principales stratégies pour la protection des vignobles sud-est, même français. Il y a le cas particulier des drapeaux où là la protection démarre très tôt. Il y a le cas des parcelles qui ont connu des problèmes l'année précédente, où elle est démarrée un peu plus tard, c'est-à-dire, pour être plus précis, au plus tard au stade 5-6 feuilles. Et le dernier cas de figure, qui est celui des parcelles n'ayant pas connu de problème particulier, parcelles peu sensibles, où là, on préconise de commencer la protection à partir du stade boutons floraux séparés, qui correspond à peu près à 10 jours avant floraison. Donc, le premier travail que je fais, je regarde mon vignoble par rapport à l'année précédente et je décide de la date de traitement en fonction de la nature des problèmes que j'ai eus l'année avant. Alors, après, les drapeaux, c'est quelque chose qu'on connaît, qui est presque anecdotique. Qu'est-ce que je fais effectivement sur une parcelle qui a été atteinte l'an dernier ou sur une parcelle, entre guillemets, saine? Alors, le problème se situe effectivement par un démarrage de la protection de plus en plus précoce en fonction des problèmes. Le principal problème des stratégies les plus économes en produits, c'est que le positionnement se fait plus tard, donc sur des parcelles peu sensibles, mais ce traitement intervient sur de l'oïdium qui est déjà installé, même si on ne le voit pas, parce que c'est un oïdium donc, qui est assez discret. Ce sont des taches que vous avez pu apercevoir dans l'exposé de Patricia, par exemple. Ça ressemble à du mildiou qui serait en cours d'incubation dans le meilleur des cas, donc c'est très peu visuel. On intervient sur du mildiou, sur de l'oïdium installé. Donc le produit se doit d'être actif sur l'oïdium installé, curatif pour employer un gros mot plus imagé. Or, d'une part, tous les produits n'ont pas cette propriété. D'autre part, on intervient à un stade relativement précoce, ce qui veut dire que vous n'êtes pas concerné généralement à cette époque par le mildiou. Donc une incitation à prendre plus de rang, à passer un peu plus vite parce qu'on ne traite que l'oïdium, je reviens là-dessus. Et puis, donc, qui dit pulvérisation un peu approximative, parce que ne passer que pour l'oïdium, ça veut dire que le produit est mal déposé. Or, dans le cas spécifique des antioïdiums, nous n'avons pas de produit systémique. Vous n'allez pas me faire dire que quand on a des produits systémiques, on peut bâcler la pulvée. Mais par contre, dans le cas de l'oïdium, une mauvaise pulvée amplifie le problème. Ajoutez à cela que si l'on traite mal l'oïdium est un champignon qui n'a pas besoin d'eau pour faire sa croissance mycélienne. Donc il n'y aura pas redistribution du produit par la pluie, par exemple, comme dans le cas du mildiou. D'accord. Donc un grand choix dans le moment où on va traiter, un grand choix dans le produit, une grande attention portée sur le produit curatif ou non, et sur la qualité de pulvérisation, et surtout ne pas raisonner couplage oïdium, traitement mildiou, on raisonne l'oïdium en tant que traitement spécifique si nécessaire. Oui, tout à fait. L'épidémiologie de l'oïdium est connue, mais je vais faire, je vais dire, un peu assez mal connue quand même. Nous avons des lacunes dans l'épidémiologie du champignon, de l'oïdium, donc ce qui fait qu'en fait on raisonne le démarrage, mais par contre, il y a une phase de haute sensibilité qu'on ne sait pas raisonner. Donc, ce qui veut dire en clair que la phase boutons floraux séparés à, je dirais, début fermeture, se doit d'être protégée. Le pic de sensibilité à l'oïdium, c'est la fin floraison, début nouaison. Donc là, en fait, c'est une phase qui est systématiquement protégée. Et on va raisonner, en fait, on va anticiper le démarrage et on va raisonner l'arrêt de traitement. Mais la phase floraison-nouaison doit être systématiquement protégée. Et je le répète, c'est une phase pendant laquelle l'oïdium n'est décelable que par des spécialistes. Je parle de fin floraison, début nouaison. Si on raisonne à vue, si on pilote à vue à ce moment-là, on va dans un mur. D'accord. Et ça veut dire qu'on va multiplier les traitements. Donc on va tout à fait à l'encontre des recommandations de Bruxelles et du ministre qui nous dit qu'il faut être éco-phyto à fond, réduire les traitements. Je vais les revenir à l'ancienne et traiter très régulièrement. Non, je ne le pense pas, parce que si je schématise de façon un peu outrancière ce qui s'est passé en 2012, on n'a pas vu l'oïdium au départ, donc on a traité de façon espacée, approximative, on a un peu bâclé la chose. Et quand on s'est réveillé mi-juin, dans le meilleur des cas, voire début juillet pour les plus tardifs, quand on s'est réveillé
tardivement face à un problème d'oïdium, qu'est-ce qu'on a fait? On a procédé à des traitements que je qualifie de façon imagée de traitement de vengeance. Ce qui donne des résultats, comme Patricia a montré, 10, 11 traitements chez des gens compétents, effectivement, c'est curieux, tant mieux pour eux. Et ces traitements étaient inutiles. Et je pense qu'il faut être clair, sur de l'oïdium déclaré, sporulé, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. La situation n'est pas désespérée, mais presque. En fait, là, dans ces nouvelles stratégies, on va essayer d'être vraiment préventif, donc on va anticiper le démarrage, mais par contre, on pourra arrêter plus tôt. Un exemple concret, dans le cas des chardonnays, si l'on prend le stade 4-5 feuilles vers le 20-25 avril, une fermeture des grappes vers le 20-30 juin, ça nous fait 2 mois et demi à protéger. Avec un choix de produit à cadence 14 jours, par exemple, à 14 jours de durée de protection, ça va nous faire 5 à 6 traitements pour cette période totale, à comparer aux 5-8 traitements observés en moyenne en 2012 sur la région Languedoc-Roussillon. C'est le résultat du panel BVA. Donc on est tout à fait dans les clous. Mais si on a effectivement des traitements de vengeance qui s'accumulent derrière, on retombera dans le problème que vous avez montré. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de plan de traitement pour 2013 pour une vigne qui a eu des drapeaux, une ville saine et une vigne qui a été, entre guillemets, altérée? Oui, il faudrait... Sur lequel il faut se venger? La stratégie, donc, comme on est majoritairement cette année dans le cas de parcelles atteintes ayant eu des problèmes en 2012, on tombe donc dans le cas de la stratégie où l'on devrait intervenir au stade 5-6 feuilles étalées. Alors, tout de suite, en préambule, je dis que ce que je montre là, ce sont des exemples et ce n'est pas la stratégie unique à faire en 2013. C'est un exemple. Le but de cette stratégie, de vos stratégies, devra être de faire, si possible et de façon la plus fréquente possible, de la prévention, donc se positionner avant que l'oïdium ne s'installe, et l'alternance pour éviter de sélectionner des souches résistantes et d'aggraver les conséquences d'une résistance. Donc les produits que vous voyez apparaître en clair à l'écran ne sont que des exemples. Je ne vous dis pas, faites du soufre mouillable systématiquement à 4-5 feuilles, c'est un exemple, et uniquement. Donc on peut avoir, pour protéger cette période qui va du stade 4-5 feuilles à début fermeture, on peut le faire avec 2 soufres mouillables, un IBS ou de l'Aspiro ou de l'Aspiro. On peut envisager un QOI associé à autre chose pour le début de la période sensible, floraison-nouaison. Revenir à quelque chose d'une famille différente, alterner les familles avec de la métraphénone et changer encore de famille, prokinazide ou kinoxyphène pour terminer la protection. Donc c'est un exemple, mais le but de la chose n'est pas de vous dire, encore une fois, j'insiste lourdement, de faire ça, mais d'alterner les familles chimiques. Donc là, vous avez l'exemple d'un programme typiquement ciblé sur oïdium. À la ligne du dessous, vous avez l'exemple d'un programme qui intégrerait un risque black rot plus présent, mettons, dans le Piémont Cévenol, dans le Grand Languedoc. Donc là, on va, disons, en fait, jouer sur le positionnement des DMI, qu'on va mettre un peu plus tardif, parce que les gros cartons, les gros pépins de black rot, ceux qui font de la perte de récolte, se situent tardivement à partir de fin juin, début juillet. Donc là, on va plutôt retarder, par exemple, le positionnement d'un DMI. Et toujours l'alternance entre chaque famille chimique, sauf par exemple DMI, Spiro, métraphénone, mais vous pouvez très bien intervertir la métraphénone avec le DMI, par exemple, il n'y a pas de problème. Dans les parcelles indemnes 2012, disons qu'on retrouve le même souci d'alternance et de préventivité, mais j'aurais tendance à dire le stade bouton floraux séparé, ce serait le dernier stade ultime au-delà duquel à partir duquel devrait intervenir le premier traitement. Donc ce ne sont que des exemples, mais le souci majeur, c'est l'alternance des familles chimiques. Dans le cas du black rot, vous retrouvez pareillement, disons, ou un QI qui vient tardivement après la grande bataille, après la période sensible, ou un DMI. Le but étant de protéger les attaques tardives. Je ne parle pas de soufre-poudre, mais ce n'est pas que je ne veux pas en entendre parler, c'est tout simplement que ce produit garde tout son intérêt, mais durant la période floraison-fin-nouaison. Donc tout est possible, ce ne sont pas des exemples obligatoires que je donne, mais c'est vraiment le principe sur lequel je voudrais qu'on parte tous, prévention et alternance. Donc commencer plus tôt que d'habitude, mais pour finir plus tard. Plus tôt, pardon. Oui, plus tôt. Donc on traitera plus tôt et une alternance des molécules, quoi qu'il advienne, et des produits de traitement. C'est ça la règle pour 2013. Bon, je pense qu'il va y avoir des questions dans la salle peut-être.
Moi, j'en ai une à poser à vous trois. C'est que on a constaté cette année, et un ami me le faisait remarquer, Louis, que des agriculteurs qui sont en lutte biologique ont su parfaitement maîtriser en 2012, année difficile, l'oïdium. Et il n'y a pas eu nécessairement de drame. Donc c'est effectivement par la qualité d'application, le soin apporté au cadencement, et on arrive avec des méthodes très traditionnelles à continuer à maîtriser l'oïdium. Ça ne suscite pas l'enthousiasme. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun problème, disons, pour maîtriser l'oïdium de façon classique ou biologique. Le soufre mouillable ou le soufre poudre gardent tout leur intérêt, et je dirais même que mieux vaut faire un mauvais poudrage qu'une mauvaise pulvérisation, car le soufre, qu'il soit mouillable ou poudre, je n'encourage pas, je constate simplement. Parce que le soufre mouillable ou en poudre agit par vapeur. Donc une mauvaise pulvérisation à base de soufre mouillable, l'effet vapeur va un peu corriger le déficit, mais ce n'est pas une raison pour encourager ces mauvaises pratiques. Non, il n'y a pas de problème particulier en bio vis-à-vis de l'oïdium, pas plus qu'ailleurs. Traiter après vendange, il y a un intérêt. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire après vendange? Alors on vient de dire qu'il fallait arrêter plus tôt les traitements en commençant plus tôt. Alors, le traitement contre l'oïdium, je pense, la question après vendange, non, je ne vois pas trop l'intérêt. Parce qu'après vendange, le problème, c'est que l'oïdium s'installe de façon un peu insidieuse. C'est une époque à laquelle on n'est pas souvent dans les vignes. En général, on y revient pour tailler. Et c'est surtout là que se forment les cléistotès, tard en saison. Et donc là, l'intérêt pour maîtriser cette attaque tardive d'oïdium et qui passe souvent inaperçue, je pense que le meilleur moyen, c'est de faire systématiquement une couverture cuprique en début véraison. C'est ce cuivre qui va en fait tenir l'oïdium en arrière-saison. Alors une question qui est directement à l'attention de Jacques Grossman, c'est comment se peut-il que la note nationale soit sortie si tôt cette année, si tard, pardon, en juillet 2012, et par ailleurs, comment expliquer des préconisations identiques en 2012 et 2011? Voilà. Soit dit au passage, la presse agricole départementale, dès que la note paraît, on la diffuse dans nos titres. Alors Jacques, réponse. Alors sur la première question, alors donc effectivement bon, elle est sortie effectivement très tard. Donc il faut dire, comme je vous l'ai expliqué, on a changé un petit peu de modalité concernant le plan de surveillance, puisque maintenant ce plan doit être validé par le Conseil national d'épidémie-surveillance, puis ça rentre dans le cadre des COFITO, et que bon, il y a eu, je dirais, un retard de positionnement par rapport au statut de cette note, hein, qui est une note qui n'est pas réglementaire, comme je l'ai dit, hein, qui donne la préconisation. Donc il y a eu pas mal de réflexions qui ont pas mal retardé. Et je vous dirais franchement, c'est pour ça que je porte un peu mon mea culpa. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est plus la peine qu'elle sorte. Mais du coup, elle est quand même sortie, hein, alors que j'étais passé sur d'autres sujets. Et voilà ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai quand même signalé le problème, c'est que bon, pour cette année, il faudrait aller plus vite. Donc là, dès la semaine prochaine ou même dès demain, de toute manière, je l'envoie pour relecture au ministère en leur demandant expressément de se prononcer le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans la semaine, pour que, je dirais, dans le courant du mois de février, elle puisse sortir. Donc ce qui devrait, enfin, j'espère que ça ne posera pas de problème, puisque depuis, effectivement, on a continué la réflexion, effectivement, sur le devenir de ces notes. Donc voilà. Et alors, du coup, j'ai oublié la deuxième question, c'était... Mais non, c'est comment expliquer des préconisations identiques entre 2012 et 2011? C'est un peu d'ironie. Oui, entre la note 2013, là, ce que j'ai donné là, et la note 2012, enfin, elles ne sont pas comme complètement identiques, hein. C'est vrai qu'on aurait pu pousser en disant dans la note, bah, faites plus de QI, hein. Donc effectivement, là, ça aurait été une révolution. On a quand même bien signalé, effectivement, ce qu'on a mis, c'est qu'en situation de résistance, hein, effectivement, l'efficacité des QI pouvait être compromise, hein. Donc on appuie quand même un petit peu le trait. C'est l'incitation à prendre un maximum de précautions. De toute manière, comme je vous l'ai dit, hein, on a aussi des obligations des sociétés à faire remonter les informations. Donc on a besoin de ces informations-là pour aller plus loin, éventuellement, sur un aspect réglementaire. Donc je pense qu'on a quand même évolué, hein. Après, au niveau de chaque bassin, hein,
Donc les techniciens peuvent émettre effectivement des recommandations qui peuvent éventuellement aller plus loin en fonction des spécificités, je dirais, régionales. Nous, ce qu'on veut, c'est que la note reste quand même nationale. Et on n'a pas, effectivement, même si je dis qu'en 2012, on a comme une dépression dans tous les vignobles, on n'a pas forcément les mêmes situations au sein de chaque vignoble. Alors, oui, là, j'ai une question. Pourquoi, pour le plan de surveillance, les prélèvements d'échantillons sont-ils faits de manière aléatoire ou sur des parcelles avec symptômes? Alors déjà, bon, il faut quand même avoir des symptômes pour pouvoir prélever quelque chose. Donc ce qu'on demande au moins, c'est d'avoir des symptômes avec des sporulations fraîches. Donc c'est plus facile ensuite pour extraire l'ADN, surtout quand il y a un certain trajet entre le lieu de prélèvement et le laboratoire de Lyon. Et puis ce sont des prélèvements qui sont effectivement aléatoires. Alors on a fait quelques prélèvements ciblés sur les IDM cette fois-ci, mais c'est plus à la demande, parce que bon, il y avait cette demande, donc on a. Mais sinon globalement, en ce qui concerne les QI, ce sont des prélèvements aléatoires. D'accord. Bernard, il y a eu vraiment des problèmes d'oïdium parce qu'on voit les questions qui arrivent là par vagues. Est-ce qu'on peut faire une synthèse des différentes questions? Oui, il y a beaucoup de questions qui mériteraient de passer au moins 10 minutes en temps de réponse parce qu'elles sont assez techniques. Bon, on les fera au moment de la pause café, celle-là, voilà, directement, mais une réponse globale. Une réponse globale, je dirais que ça tourne beaucoup, disons, autour de l'intérêt du poudrage qui ne doit ou pas remplacer un traitement et tout. Je dirais que si la pulvérisation est bien faite, un traitement peut remplacer, un poudrage peut remplacer une pulvérisation. Mais c'est une solution, le poudrage, qui dans le cas d'une mauvaise pulvée permet de renforcer le programme à un moment judicieux à la fleur, c'est tout. Bon, il y a beaucoup de questions aussi sur le dinocap, pourquoi ne marche-t-il plus? Bon, ça n'engage que celui qui pose la question. Je dirais qu'il marche sans doute un peu moins bien, ça c'est clair, oui. Il y a des questions très techniques sur le raisonnement des volumes en fonction de la surface. C'est l'objet d'une tribune quasiment en soi. Et puis sur lequel en privé on peut donner son opinion d'ailleurs. Oui. Il y a des questions sur la préconisation en matière d'agronomie pour limiter les risques d'oïdium, ainsi que quid des produits SDN ou biostimulants. Là, je pense qu'il faut quand même répondre un petit peu, même si c'est rapidement. Voilà. Bon, la vigueur d'une façon générale augmente l'évapotranspiration de la vigne. Elle assimile plus d'eau, elle transpire plus, on augmente la vigueur, donc favorise l'oïdium, c'est clair. L'entassement de la végétation favorise l'oïdium. Donc tout ce qui peut aérer la zone fructifère et diminuer la vigueur va diminuer l'oïdium. En ce qui concerne les produits SDN ou biostimulants, je vais faire court, il n'y a rien en ce moment qui vous permette d'assurer une protection de haute efficacité contre l'oïdium. Et une question récurrente à laquelle je souhaiterais répondre également, le rôle des traitements d'hiver à base de bouillie nantaise. Voilà. Les essais menés actuellement ne laissent pas beaucoup d'espoir, ne serait-ce tout simplement que parce que les clistotès passent l'hiver au sein des écorces et sont extrêmement difficiles à atteindre, tout simplement. Donc même si le produit était très efficace, on n'a pas les moyens réellement avec une bonne pulvée de l'atteindre. Voilà. D'accord. Je ne m'étale pas plus. Il y a des nouvelles molécules qui sont dans les tuyaux, à votre connaissance, dans la phytopharmacie? Oui, parce que je sais, effectivement, il y a des nouvelles molécules qui vont arriver, donc ça va peut-être effectivement permettre pas de les résoudre, mais au moins d'avoir plus de possibilités justement pour l'alternance des produits.